Du jour au lendemain, on se réveillait un matin, tous les mots de passe changeaient, plus accès au compte bancaire, sans grand conflit qui présumait que la personne en face allait faire ça, quoi. Et sur l'ensemble, c'est 500, 600 000 euros de pertes qu'on a accepté. Avec Aurélien, vous avez fondé La Familia. La Familia, c'est une structure qui accompagne les entreprises. Toutes les semaines, on avait un site plagiat. Ah oui, finalement, on passe d'1 million, 2 millions. Comment on gère cette croissance? Que ce soit en France ou à l'étranger, les avocats nous disaient la même chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Clash au Cash. Dans cet épisode, on reçoit un couple d'entrepreneurs. Vous allez nous parler de l'ensemble des clashs, parce que vous en avez vécu beaucoup, des clashs. Je vois que ton dossier est bien gardé, donc effectivement. On va parler de votre vie professionnelle. On va voir aussi comment vous trouvez un équilibre vie pro, vie perso. Vous êtes, toi Laura, tu es quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux. Tu as 30 000 abonnés sur Instagram. Tu as créé un e-commerce qui a super bien marché. Ensuite, tu en as fait une formation qui à destination des entrepreneurs. Avec Aurélien, vous avez fondé La Familia. La Familia, c'est une structure qui accompagne les entreprises. On verra aussi que ça n'a pas toujours été simple, que vous avez pu justement vivre quelques clashs au sein de La Familia. Aurélien aussi, toi, tu es entrepreneur depuis ton plus jeune âge. On verra le rôle qu'a joué ta maman. Je trouve aussi que c'est intéressant que tu as une histoire où en fait, tu as grandi dans un camping. C'est ça? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, en fait, moi, ma maman, elle était... moi, je suis troisième frère, le plus jeune, et elle travaillait à Quick, et elle dit, moi, c'est hors de question que je continue à travailler à Quick, etc. Je veux passer du temps avec mes enfants. Et en fait, elle a tout plaqué pour... elle travaillait à Lille, et pour aller en province, pour vraiment aller en campagne. Et ma grand-mère, qui est fermière, elle lui a légué un corps de ferme délabré. Et nous, on est arrivés, moi j'avais 4 ans quand on est arrivé dans cet endroit-là. Et en fait, elle a tout construit de ses mains. Au départ, chambre d'hôte, ensuite peut-être 10 emplacements de caravanes, ensuite 20. Elle est comme ça petit à petit. Aujourd'hui, maintenant, elle a plusieurs campings et puis il y a une entreprise de négoce de mobil-home. Et finalement, moi, j'ai grandi dans cette atmosphère et j'ai pu voir l'évolution que peut avoir l'entrepreneuriat, à la fois dans le gain de liberté que ça peut apporter, parce qu'au départ on roulait en 106 et après on avait des voitures un peu plus intéressantes, on va dire. Donc c'est aussi ça qui est Quelle formidable source d'inspiration d'avoir une maman qui finalement comme ça passe du salariat à l'entrepreneuriat, développe un business. Je sais qu'aujourd'hui les campings en plus c'est des actifs qui se revendent assez bien puisqu'il y a de plus en plus de chaînes de camping donc c'est intéressant. Et vous avez aussi, Laura et toi, 70 biens immobiliers aussi. Exact. Tous dans le nord de la France. Vous êtes originaire de nord de la France? Nous, on est ch'ti. De ch'ti, tous les deux. On n'a pas emmené l'accent avec nous. En tout cas, pas totalement. Non, parce qu'à 18 ans, pour la petite histoire, nous, on a quitté le Nord, parce qu'en fait... Non, pas 18 ans, 21 ans. Ouais, ou 21 ans, peu importe. On a quitté le Nord, parce qu'en fait, on avait marre de la grisaille. Et nous, vraiment, un facteur de bonheur, c'était le soleil. Et tout de suite, même si on ne travaillait pas encore en ligne, même si on n'était pas encore entrepreneur, nous, ça nous tenait à cœur de partir au soleil. Et du coup, on a déménagé dans le sud de la France, à Montpellier. Finalement, vous avez eu envie de voyager, si j'ai bien compris. Ouais. Et très vite d'aller peut-être de quitter le salariat pour voler de vos propres ailes, pour pouvoir avoir des projets plus sereins et peut-être plus... Alors, serein, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, plus épanouissants. La chose surtout, c'est qu'en fait, dans le Nord, tout le monde dit « Ouais, moi, je veux déménager. » Ouais, moi, la grisaille, ça me convient pas. Et en fait, il y a beaucoup de plaintes par rapport à la météo. C'est des plaintes tous les jours. Les gens, tous les jours au magasin, à Carrefour, devant le boucher. Tout le monde se plaint tous les jours. Un peu comme à Paris, quoi. Et nous, on voulait passer à l'action sans se plaindre. Déjà, la graine du mindset d'entrepreneur. Ouais, je comprends pas. Quand j'ai une plainte, le premier réflexe, je réfléchis, qu'est-ce que je peux mettre en place pour résoudre ce qui ne me convient pas? Parce que les gens qui restent dans les plaintes, ça devient de la frustration, en fait. Et puis, c'est malsain. Et ça devient de l'énergie, de la pensée négative qui t'emmène vers de plus en plus de négatif. Exactement. Vous avez créé ensemble La Familia. C'est cet écosystème aussi où vous apportez une aide aux entrepreneurs
pour se lancer aussi, pour les accompagner dans leur développement, en réunissant toutes les compétences nécessaires à développer et pour faire en sorte que le business puisse croître et se développer dans de bonnes conditions. Cette idée, elle est née à quel moment? Excellente question. Ça, il y a plusieurs années déjà, ça c'est clair. Officiellement en 2020, on a lancé la Familia. On voulait vraiment réunir, en fait. On s'est dit, tiens, on se met dans la peau d'un entrepreneur. Qu'est-ce qui l'entrepreneur a besoin pour venir développer son entreprise, pour venir scaler ça. Et finalement, en ligne, on a besoin d'un copywriter, on a besoin d'un monteur, on a besoin d'un closer, etc. Donc en fait, on s'est dit, tiens, si on réunit tous ces compétences, en fait, on va pouvoir vraiment avoir un écosystème qui est complet 360 pour venir accompagner tous les entrepreneurs. Et nous, la chance qu'on a avec Laura, c'est qu'en fait, on vient d'un milieu où plutôt des études, on a appris le lean management, on a appris la logistique industrielle, donc on a vraiment aussi appris l'organisation, la qualité, les process, et donc on vient en fait dans ce milieu d'entrepreneurs un peu web où je trouve que c'est un peu c'est Folklorique. Je voulais pas trop Artisanal. Il y a des pirates dans le web. on peut dire ça comme ça, et du coup c'est vrai que venir avec cette approche processus, ça révolutionne un petit peu ce milieu-là où, comme tu le dis, voilà, c'est les gens, ils faisaient un peu avec des bouts de scotch, c'était MacGyver, quoi. Et nous, on vient apporter ce professionnalisme dans ce milieu-là, et en fait, on voit depuis quelques années, vraiment que ça se professionnalise. Comment l'idée de créer la Familia est venue? En fait, l'idée elle est venue il y a quelques années où, quand on était avec Laura dans l'e-commerce. En fait, on s'est lancé dans l'e-commerce, on travaillait avec des influenceuses, et en fait, quelques années après, ces mêmes influenceuses-là sont venues nous voir pour demander des conseils, demander comment lancer une boîte, une vraie boîte en ligne. Et finalement, on s'est associé avec ces influenceuses-là, donc avec plusieurs influenceuses du top 10 français, et on s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire en s'associant avec des personnes, en s'associant avec soit des gens qui ont des compétences, des expertises, soit des gens qui ont une influence. À l'époque, on ne connaissait pas le joint venture, on connaissait rien de tout ça. Et du coup, ça c'est nos premières expériences en tant qu'associés. Et plus tard, en 2020, après la crise Covid ou pendant la crise Covid, on s'est dit tiens, ce serait bien de lancer nous un programme en ligne. Et c'est là qu'on a lancé avec Laura pour coacher les personnes à créer leur marque e-commerce. On s'est dit, tiens, en fait, là, on vient d'apporter tous nos compétences e-commerce dans le milieu de l'infoprenariat, dans le milieu du business en ligne. Et finalement, ça marche plutôt pas mal. Et directement. Du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi on pourrait pas aussi, vous allez voir, moi, je suis multipreneur, j'aime bien me challenger. Pourquoi, on n'irait pas aller aider aussi, les entrepreneurs qui sont en ligne et qui sont, qu'on a découvert ce milieu-là, s'il y a du folklore dans le milieu, tout à l'heure tu parlais, c'est Laura qui parlait de pirates en off, c'est vrai qu'en fait on voit tout et n'importe quoi. Du coup nous on arrive avec notre approche aussi un peu processus, on vient du lead management, on vient de la logistique industrielle, la qualité, du coup le fait d'apporter ça à ce milieu-là, forcément ça professionnalise. Et en fait c'est ça que l'idée de la Familia, on s'est dit tiens, là il y a vraiment un coup à jouer, quoi. Donc tu étais salarié au sein d'une entreprise, Oui. Et tu as décidé donc avec Laura, de monter cette entreprise. Est-ce que tu es resté pendant un temps salarié avant de monter, pendant que tu montais l'entreprise, ou est-ce que tu as franchi le pas directement? Non, moi j'étais salarié. J'étais 2 CDI. 2 fois j'ai démissionné pour des raisons qu'on retrouve souvent dans le salariat, bloqué dans une case. J'apporte des idées, on me les entend pas parce qu'il faut les donner au N+1, qui les donnera le plus 1, qui les donnera le plus 1. Ça me convenait pas, et puis même je me sentais vraiment limité. Donc moi j'ai démissionné plusieurs reprises, Laura encore plus que moi. Et toi, Laura, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi aussi, tu étais dans une boîte? Ouais, j'ai fait exactement 3 boîtes, des grosses entreprises du CAC 40. Et pour le coup, voilà, je travaille pas mal dans la qualité, je mettais en place des processus. Je suis aussi tout ce qui est gestion de production industrielle. Et du coup, premier CDI, je l'ai quitté parce que du coup, pareil, j'étais enfermée dans une case, manque de gratitude et aussi impossibilité d'évoluer. Deuxième entreprise, je l'ai quittée parce que j'avais pas négocié mon salaire à l'arrivée. Du coup, j'étais sous-payée, et là où on peut avoir vraiment le plus gros salaire, c'est quand on le négocie à l'entrée. Après, les augmentations, ça représente pas grand-chose. Et troisième boîte que j'ai fait, en fait, il y avait une
une toxicité dans les bureaux, dans les open space où tout le monde se criait dessus, vraiment manque de respect total. Tout le monde était triste, mais en fait, tout le monde arrivait au bureau avec le sourire et faisait semblant de rien. Et en fait, un jour, j'avais du coup une collègue qui s'appelle Laetitia qui n'est pas arrivée le matin, n'est pas arrivée au boulot. J'envoie un message quelques heures plus tard, toujours pas de réponse. Je demande aux collègues, aucune nouvelle. Le boss, aucune nouvelle. Et en fait, juste avant la pause du midi, quand on allait aller à la pause déjeuner, le boss, le N+1, arrive et nous dit, bah, Laetitia, elle reviendra pas parce que la veille, elle s'est jetée sous un train. Et pour la connaître personnellement, je sais que le travail avait 99% de responsabilité là-dedans puisque tout le monde était dans dépression, burn-out et personne ne disait rien. Et en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, je dois me lancer pour créer ma propre ambiance, ma propre bulle de paix, si je puis dire. Et en fait, je me suis pas lancée pour devenir millionnaire. On voit tellement de kékés des plages sur les réseaux sociaux qui veulent se lancer pour s'acheter des biens matériels qui sont c'est complètement idiot. Au lieu de se lancer pour les bonnes raisons, qui est des expériences de vie, une certaine liberté, qui est déjà plus sensée. Et en fait, je me suis dit, pas tout de suite. Au départ, je me suis lancée, j'ai créé ma marque qui a fonctionné au bout de 2 ans, qui a eu des très bons chiffres à partir de la 2e année. Et je me suis dit, pourquoi j'aiderais pas des gens qui, comme Laetitia, sont arrivés du coup au point de se suicider et de les aider avant que ça arrive chez eux. Alors dans ce podcast, en fait, on va vraiment voir comment vous êtes passé du clash des clashs. On sait que vous en avez eu un certain nombre. On sait que vous avez eu des moments de réveil juridique parce que le juridique a été assez présent. Vous avez entrepris tôt et en fait très vite. Je vois que ton dossier que t'as préparé est assez conséquent. C'est pas mon dossier, c'est le vôtre. Hein. Évidemment, vous nous parlerez de ce que vous souhaitez, etc. On va revenir sur tout ça parce que c'est important pour nous. Parce que justement, et derrière votre écran, c'est ce que vous devez comprendre aussi, c'est que c'est normal quand vous entreprenez à un moment donné de faire des erreurs et c'est ça qui va faire que vous allez être plus fort et vous serez la familia de plus en plus fort parce que vous avez capitalisé de vos erreurs. Mais avant de rentrer dans ce vif du sujet, vous êtes un couple et donc là, Laura, tu parlais du moment où tu t'es installée après cette histoire qui a été un véritable déclic pour toi. Est-ce que vous étiez déjà en couple à l'époque et est-ce que vous avez démarré ensemble? Est-ce que l'un a attendu l'autre? Enfin, comment ça s'est passé concrètement? On a toujours été en phase pour le coup. On est en couple depuis déjà plus de 15 ans, depuis l'université. D'accord. On a été étudiants ensemble, salariés ensemble, et quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'était forcément ensemble. Et en fait, on est complémentaires, on est complètement différents. Donc, on est bien complémentaires. Pour le coup, je pense que vous aussi dans le business, puisque on a des talents qui sont différents, et du coup, ce qui permet plus facilement de faire grandir une société quand on se complémente. Et pour le coup, nous, c'est une force. Réellement, j'entends des gens qui disent qu'ils pourraient jamais, des couples, jamais entreprendre ensemble. Nous, ça se passe très bien. Après, bien sûr, on a notre caractère à tous les deux. Je confirme. Et vous êtes non parce qu'en fait nous c'est vrai qu'on a dans certains dossiers nous on connaît ce que ça peut être et vous allez peut-être en parler puisque je sais que vous avez des conflits avec d'autres associés mais les conflits entre associés principaux c'est quand même ce qu'il y a de plus rude et parfois les conflits entre associés plus qui sont mariés ça c'est le combo. C'est explosif. Ça peut être à l'extrême. Est-ce que vous êtes mariés déjà ou Non. Non, pas. Ok, d'accord. Il y a une chose qui m'intéresse et qui m'interpelle, c'est que voilà, vous décidez de vous lancer ensemble. Vous êtes sur le podcast sur le réveil juridique des entrepreneurs et à ce moment-là, est-ce que le droit, l'aspect juridique d'une activité est quelque chose pour laquelle vous avez une appétence, un intérêt, vous vous dites il faut qu'on fasse les choses en respectant d'ores et déjà les règles. Je dis pas que quand on se lance, on se dit je veux pas les respecter, mais est-ce que déjà on se dit on s'intéresse aux aspects juridiques d'une activité? La réponse elle est simple, hein. Pas du tout. Pas du tout.
Et moi, un peu, ouais. Et ben voilà, on a généralement l'avatar type de nos clients, c'est-à-dire l'homme qui fonce et qui réfléchit après, et la femme Bulldozer. qui, un peu plus, a conscience et préfère faire des choses un peu plus sécurisées. Bien sûr, on a démarré par créer une auto-entreprise. On a démarré par là. Même si quelques années après, en fait, on a dépassé les plafonds. On l'a pas trop déclaré. Il y a une partie qui était pas, qui partait pas au bon endroit, on va dire. Et après, petit à petit, quand on a commencé, c'est quand on a commencé avant à brasser de l'argent, où là, il a commencé à y avoir plus des problèmes juridiques, où on s'est dit, finalement, les Est-ce que avocats, ils sont pas là pour rien, quoi. les problèmes juridiques, justement, viennent assez vite quand on fonce un petit peu tête baissée, ou est-ce que finalement vous avez réussi à juguler, à retenir ça autant que possible? Est-ce que ça n'était pas un souci aussi? On a réussi à retenir parce qu'en fait, les problèmes juridiques, souvent, ils viennent quand il y a de l'argent. Petit problème. C'est ça. Petite entreprise, petit problème. Grosse entreprise, gros Exactement, problème. exactement. Mais il y a Jérémy Coleman, du coup, qui parlait de ça. Je vous invite à regarder son podcast et qui disait quelque chose de très intéressant. C'est que lui, dès le début, il a accordé beaucoup d'importance à des petits problèmes juridiques pour pouvoir se former dessus à fond, pour se dire, quand j'aurai des plus gros problèmes, en fait, je serai déjà formé sur ces... Ça ne me paniquera pas. C'est-à-dire qu'en me formant sur des petits soucis et des petits litiges, j'apprends déjà à me confronter à la justice, à devoir me défendre, à être dans mon droit et à faire valoir mes C'est ce qu'on prône aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un retour aux sources, retour aux basiques, back to basic, j'appelle ça. Les bases, on fait les fondamentaux d'une entreprise et ensuite on vient scaler. Et finalement, l'aspect juridique, il en fait partie. Quelque part, il y a rien de mieux que de se lancer tête baissée pour apprendre. Ça dépend. Je dirais toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté si on n'est pas protégé, pour faire partager à ceux qui se lancent l'expérience qu'on a pu acquérir à ce niveau-là, et en leur disant: passez pas par chemin, il est pas recommandé. Voilà, je pense que ça va être aussi. Oui, vous permettez de faire gagner du temps aussi. Parce que ceux qui, comme toi, se disent, je m'intéresse à mon activité, mais les aspects juridiques, ça ne m'intéresse pas trop. Tu t'aperçois quand même que tu dois les prendre en charge, tu dois les traiter, et voire mieux, pour te défendre et être vraiment droit dans tes bottes et pouvoir avancer sereinement, il faut gérer cet aspect-là. C'est quoi les 3 plus gros problèmes juridiques que vous avez vécus? Il y en a plusieurs, hein. Après, je sais pas si c'est dans l'ordre, mais moi, dernièrement, je dirais que le plus gros problème est, pour beaucoup de gens, ça serait financier. Moi, c'est plus, relationnel, émotionnel. C'est le fait de m'être associée à la mauvaise personne. Et en fait, on a laissé rentrer dans notre... C'était pas Aurélien, hein? Non, c'était pas rien. Il serait pas là sinon. Et du coup, c'était de laisser rentrer la mauvaise personne du coup dans notre cercle et de s'associer à la mauvaise personne de la mauvaise manière à la mauvaise personne. Et le juridique est aussi important que de faire l'étude des humains pour savoir à qui on a en face de nous. En fait, on a fait ce qu'on nous a pas conseillé. En fait, on a pris conseil et on a fait l'inverse que ce qu'on nous a conseillé. D'accord, vous avez pris conseil et on vous a dit, franchement, on vous conseille pas de vous associer avec cette personne. Non, pas avec cette personne, c'est la manière. Parce qu'en fait, cette personne-là, c'était quoi la manière? Plusieurs personnes, c'est plusieurs entreprises, c'est toute la. En fait, on parlait de la Familia. Aujourd'hui, elle a évolué. Le contexte dans tout ça, faut le remettre, c'est qu'en fait, moi, la Familia, comment je l'imaginais à la base, c'est de faire faire une structure pour arriver à une retraite autonomie, c'est-à-dire qu'on crée notre propre système de financement de retraite pour toutes les personnes qui entraient dans la Familia. Oui, je me rappelle, c'était effectivement quand vous aviez exposé ça au Web de Connect, c'était assez... Aujourd'hui, ça a évolué. Assez innovant, quoi. Voilà, les gens entraient peut-être solopreneurs dans la Familia et ils évoluaient, nous on les apprenait de transformer de solopreneurs à CEO. Ensuite de CEO, ils venaient un peu business angels, ils allaient venir coacher de nouveaux solopreneurs à devenir CEO. Et en fait, à partir de X années, entre 5 et 10 ans, en fait, ils pouvaient prétendre à être tout en haut, entre guillemets, de la pyramide, avoir des parts dans la grosse holding de la Familia, etc. Et toucher des dividendes chaque mois, même si son entreprise à la base ne tourne plus aujourd'hui, parce qu'en fait, elle se retrouve avec un gros paquebot, avoir des parts dans un gros paquebot, au lieu d'avoir des parts que d'un seul
que d'une seule structure. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que vous auriez dû peut-être faire que vous n'avez pas fait? Enfin, Déjà, en premier, avant de faire ce modèle-là, on a pris des rendez-vous avec des notaires et des avocats en France. On a pris rendez-vous aussi avec des avocats à l'étranger pour avoir différents avis. Et les avis étaient tous les mêmes. Attention, on ne partage pas le navire. Vous êtes trop généreux. Vous êtes trop généreux. Vous êtes trop dans le partage. Trop de partage. Vous donnez trop. Trop généreux. Faites surtout pas ça. Que ce soit en France ou à l'étranger, les avocats de différents pays nous disaient la même chose. Et nous, on s'est dit, mais non, justement, plus on est généreux, plus les gens vont nous redonner et c'est le bon truc. Et sur le papier, c'est tellement explicite, c'est tellement logique que ça va fonctionner. Et du coup, on n'a pas écouté. vous n'avez pas écouté vos avocats. On a fait qu'à notre tête, on l'a fait. Et finalement, dans la théorie, ce qui se passe, c'est quand tu prends des solopreneurs qui gagnent quelques milliers d'euros. Ils gagnent 2 000 euros par mois, par exemple. Quelques milliers d'euros. Et en fait, nous, on mettait en place nos process, on mettait en place nos tout ce qu'il faut dans leur entreprise. Dans le pire des cas, ils faisaient x10. Donc, ça a gagné 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois, alors qu'avant, ils gagnaient entre 2 et 4, 5 000. En fait, ça disjoncte. Il y a trop d'argent sur les comptes. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant d'argent. D'accord. En fait, nous, on avait un deal. On était minoritaire. C'est-à-dire qu'en fait, on avait 49%, 51% pour les membres qui venaient avec l'expertise, l'expertise. Et nous, on finançait. On finançait entre 50 000 et 150 000 euros. C'est-à-dire qu'on injectait cette somme d'argent-là, plus on mettait nos équipes. Et plus nous, on travaillait aussi dedans, tu vois. D'accord, ok. Et on est avec 49%, on n'avait pas le pouvoir décisionnel, mais nous, on disait aux avocats, mais non, c'est vous qui avez tort, c'est nous qui avons raison. Non, on disait pas, on n'a pas dit que vous avez tort. Vous avez décidé de tenter votre chance. Ouais, en fait, on entend, et puis le discours des avocats est logique. Mais à la fois, le modèle qu'on a devant les yeux, sur le papier, il est parfait. Donc on se dit, il faut le tenter. Sur le papier. Simplement, il y a effectivement une donnée dans l'équation, une donnée humaine. Oui, c'est ça. Pas forcément été pris en compte. C'est qu'en fait, effectivement, l'association, en fait, vous le voyez pour être associés ensemble. Nous, on est associés avec Jean-Philippe, et l'association, on peut vraiment pas s'associer avec tout le monde. En fait, c'est que en fait, tu peux pas te dire en fait le modèle est intéressant. C'est que l'association, je pense que c'est pour ça que nous, on recommande aussi de prendre du temps avant de s'associer. On recommande aussi de se poser un certain nombre de questions. Récemment, on a eu dans nos clients des gens qui se sont posés un certain nombre de questions et qui ont décidé finalement de ne pas s'associer. C'est probablement une bonne nouvelle, puisqu'en fait, ça leur a permis peut-être d'éviter des gros clashs en fait, et peut-être de refaire chacun leur vie de leur côté. C'est très douloureux, les conflits d'associés. C'est des choses. On a des dossiers de cette nature où c'est très lourd et puis c'est difficile parce qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à gagner sa vie, continuer à poursuivre, mais ça vient énormément perturber les choses. Donc c'est vrai que juridiquement, il faut poser le cadre, il faut mettre en place un pacte et prévoir justement les cas où ça va pas. En fait, nous, on a un pacte d'actionnaire aussi parce que comme on était minoritaire, on s'est protégé avec un pacte d'actionnaire. Mais le problème du pacte d'actionnaire, c'est qu'en fait, la personne, elle a 51%, elle a accès au compte, elle a le pouvoir décisionnel. En fait, du jour au lendemain, coupure de tout, il y a 300 000 sur les comptes, tu coupes tous les comptes bancaires. Nous, on n'a plus accès à rien. Sans forcément de raison, du jour au lendemain, on se réveille un matin, tous les mots de passe changés, plus accès au compte bancaire, sans raison vraiment valable et sans... On va dire, il y avait forcément des conflits, mais sans grand conflit qui présumait que la personne en face allait faire ça, quoi. Et vous, face à ça, vous avez décidé quoi? Vous avez engagé des actions en justice? Vous avez lâché prise? Quelle a été votre réaction? Déjà, en fait, ça serait qu'une seule personne. Je me dis, merde, c'était un problème de personne. Et en fait, on a eu plusieurs fois cette reprise-là. On a même aussi un ami qui se passe à Miami. Lui, il a fait 15 fois cette expérience-là. Il nous a dit, surtout, faites pas votre système, ça va craquer. Et en fait, 13 fois sur 15, ça a craqué pour lui. Et on l'a pas écouté non plus. Bref. En fait, ça vous a permis de comprendre que c'était plutôt une erreur de système, peut-être. En fait, moi, le déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai regardé la série Netflix sur Bernard Tapie. Et son premier deal où ça fonctionne vraiment pour lui, c'est quand il fait la boutique un peu but avec des électroménagers. Il va chercher un financeur et le financeur,
il apporte les finances, comme son nom l'indique, mais il travaille pas dans la boîte. Il donne pas plus d'intérêt que ça à la boîte, etc. Il vient juste apporter les finances et il prend 60% des parts et Bernard Tapie 40%. Un jour, il y en a marre de Bernard Tapie. Bah voilà, ils font un litige, je lui rachète ses 40% et lui il garde l'actif à 100%. Nous aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus ces actifs-là alors qu'on a travaillé pendant des années sur ces actifs. On n'a plus les actifs, on n'a plus les finances qui étaient sur les comptes. Tout a été volé du jour au lendemain. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Bah en fait, ça, tu l'as vu à travers le web de Connect, etc. Nous on est assez chill, on n'est pas là. On veut surtout notre Paix. notre paix, Ouais. exactement. La paix d'esprit, c'est Donc important. on a quand même mis consulter des avocats pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Mais au final, on a dit vas-y, on vend pour 1 euro les parts et puis on se retire de là et on se focus vraiment sur nos entreprises. C'est une attitude parce qu'il y a un choix. Soit on se dit on va batailler et on sait que la bataille sera longue, elle pourrait être douloureuse, mais elle suppose aussi beaucoup d'énergie. Et puis il y a le choix de se dire qu'est-ce que je vais gagner à batailler et qu'est-ce que je gagne à faire autre chose à côté, À lâcher prise. qu'est-ce qui va me permettre, est-ce que je vais finalement pouvoir gagner beaucoup plus que si je m'attelle à essayer de défendre mes droits dans quelque chose où je vais m'enferrer, m'enliser et finalement ça va pas me rapporter à la fin, qu'est-ce que je vais gagner? Et c'est donc c'est une vision très pragmatique. En tout cas, merci Aurélien et Laura parce que je pense que c'est déjà hyper courageux de témoigner de tout ça face caméra parce que voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des clashs et qui n'en parlent pas. Vous, je pense que vous en faites vraiment aussi un moteur d'apprentissage et aussi, justement, ce que tu dis, Jean-Philippe, c'est-à-dire que le fait d'avoir su lâcher, je pense qu'effectivement, c'est effectivement un coup d'opportunité qu'aujourd'hui vous allez peut-être pouvoir convertir pour vous concentrer. Sur l'ensemble, c'est 500-600 000 euros de pertes qu'on a accepté. Wow. Il y a 506 000 euros. 3 ans aussi. Moi, heureusement, Laura, elle travaille quand même sur nos business à côté, mais moi, je me suis focus vraiment pendant 3 ans sur toutes ces entreprises-là. Ouais, c'est quand même douloureux, hein. C'est quand même très douloureux. Laura, moi, je la voyais pendant des nuits entières, elle dormait plus. Des nuits, ça durait, alors, à un moment donné, parce que moi, je voulais pas lâcher, en fait. Vous avez fait le deuil aujourd'hui de ça? Moi, j'avais plusieurs entreprises comme ça. En fait, moi, ce qui m'a apporté, c'est l'actif. Moi, j'ai travaillé sur ces actifs-là. Je veux garder ces actifs. Laura, elle dormait plus et tout. Elle dit, vas-y, on largue ça, on se focus sur nos entreprises. Et moi, c'est pas le financier qui m'a le plus fait mal, parce que oui, ça fait mal, mais je n'apporte pas forcément d'importance à l'argent, clairement. Même si on travaille tous pour de l'argent, je n'apporte pas la plus grosse importance à ça. L'argent, ça va et ça vient. Et avec les compétences que j'ai et qu'on a, on n'aura jamais de problème dans notre vie, ça c'est sûr. Moi, ce qui m'a vraiment choquée, c'est que les personnes avec qui on est associés, j'aurais jamais misé un centime que ces personnes-là nous voudraient du mal, sachant qu'on a tout fait pour eux. On a tout fait pour leur mari, pour leurs femmes, pour leurs enfants. On était tout le temps présents. On les a fait passer de 2 000 € à un train de vie pour eux phénoménal. Et en fait, pour moi, là où ça n'a pas été, c'est quand on a fait changer. Peut-être mon discours ne va pas plaire à certains qui nous écoutent, mais je le pense. Quand on fait passer trop vite quelqu'un d'un statut social à un autre et qui n'a pas l'habitude de gérer de l'argent, le cerveau a explosé et ce sont les personnes à qui on aurait donné le bon de jeu. Ils ont changé leur visage du jour au lendemain. J'avais jamais vu ça. Le visage est passé. La gratitude n'est pas là. Oui, la gratitude n'est pas là. J'ai déjà entendu ce genre d'histoire et parfois ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu crées tellement de dettes qu'il est plus facile pour certaines personnes à un moment donné. Enfin, c'est un réflexe de couper parce qu'il y a eu trop de dettes. On a l'impression que du coup, ils doivent trop de choses. Trop redevables. C'est des entreprises qui fonctionnaient très bien, tu vois. Mais... Trop redevables, et je pense que c'est ça, ouais, dans la psychologie. Quand on donne trop, on crée un déséquilibre et l'autre personne en face, elle est incapable de nous redonner ce qu'on a donné. Donc, et je pense que ça a dû beaucoup jouer. Donc la décision qu'on a décidé de prendre, c'est avec quelques personnes là où ça n'a pas vraiment fonctionné,
bah voilà, on s'est retiré. Et en fait, les personnes où c'était en cours, on a préféré sortir tout de suite à l'amiable. Donc, on a pu vendre nos parts. On a pu vendre aussi des entreprises où on avait 100% pour vraiment se refocus, parce que ça, c'est aussi un objectif qu'on avait eu en 2024. Et après, moi, c'est ce qui m'avait marqué, c'est ce que tu m'avais dit, Laura, quand on a pris cette vraiment décision de lâcher, c'est qu'en fait, bah, rien ni personne va nous empêcher en fait de venir servir les entrepreneurs qui ont vraiment besoin de process dans l'entreprise, qui ont vraiment besoin de stabilité financière dans leur vente. Et c'est pour ça qu'en fait on a fait on a retravaillé le modèle familial et tel qu'on l'a présenté justement à la dernière édition du Web 2, qui est encore beaucoup plus sain pour tout le monde et qui permet d'apporter encore plus de valeur sur... Ça, c'est extrêmement important parce que c'est aussi, par exemple, ce que dit Oussama Ammar, qui a plein de procès, et finalement, qui vit parfois un peu en difficulté. C'est qu'en fait, on lui enlèvera jamais, dans le fond, sa compétence, quoi. Donc, même si à un moment donné, en fait, oui, il y a une grosse perte d'argent, hein, votre compétence, de toute manière, elle vous permettra à un moment donné de régénérer, toujours, d'aider d'autres entreprises, etc. Donc c'est positif, quoi. D'ailleurs, tu m'as demandé si on avait fait le deuil. Oui. Encore une fois, merci Laura, parce qu'en fait, elle m'a dit, en fait, les 500, 600 000, tu as pas perdu quand c'est actif. Tu les as dépensés pour apprendre une compétence. Tu les as appris pour acheter de la formation. Finalement, c'est ce que disait Jérémy Comlan, mais simplement à une autre échelle. C'est ça. Alors, en fait, c'est le coût de la formation, et la formation, l'apprentissage, ça se fait sur le terrain. Et c'est ce que dit Nelson Mandela, hein, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Quoi. Alex Hormozy, qui est plus dans notre temps. Pour atteindre 10 000 euros, on dépense des centaines d'euros. Pour atteindre 100 000 euros, on dépense des milliers d'euros. Pour atteindre 100 millions, on dépense des millions, tu vois. Et alors, ça, c'était un des clashs. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Notamment sur le e-commerce. Alors oui, comme je pense que on arrive à des clashs quand on passe à l'action. Aussi. Seuls ceux qui ne passent pas à l'action n'auront jamais de clash. Exactement. C'est pour ça, c'est d'où le nom aussi de notre podcast du clash au cash. C'est que le clash, à un moment donné, fait partie de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a une résilience qui permet justement de dépasser le clash et d'en faire un succès. Et je trouve que c'est bien trouvé le clash au cash, puisque après la pluie et le beau temps, et nous, à chaque fois qu'on a eu un clash, on a toujours fait beaucoup plus de cash après ce clash. C'est vrai. Faut mieux passer du clash au cash que du cash au clash. Henri, on peut passer du cash au clash et ensuite le clash au cash. Voilà, c'est la vie d'une entreprise, en fait. Et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'à un moment donné, en fait, à chaque niveau, ses contraintes et ses problématiques juridiques. T'as des paliers, en fait, quand tu crées ta boîte, c'est pas les mêmes problèmes que quand tu vas générer 1 million d'euros, que quand tu vas générer 10 ou 100 millions d'euros. À 100 millions d'euros, les questions RGPD sont très importantes. Pas à 5 000 euros par mois, en fait. Et donc oui, pour en revenir sur le e-commerce, est-ce que tu as eu des problématiques liées à... Enfin, tu peux nous parler déjà un peu de tes activités en e-commerce? Alors, ma première marque, du coup, c'est une marque de bijoux, et qui s'est assez rapidement développée. Bon, quand je dis rapidement, c'était pas encore des gros sous, mais pour nous, c'était beaucoup au départ. Par contre, au bout de la 2e année, on a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Et 3 mois après, on a fait les 2 millions. Donc après, ça a été très vite. Les 2 premières années, ça a été vitesse de croisière. On apprend, et après, ça s'est accéléré. Alors attention, en e-commerce, le chiffre d'affaires et le bénéfice, c'est quand même assez différent de l'infoprenariat. On est de l'ordre à 20-25% de taux bénéficiaire. Voilà. Et quand on a commencé à passer, du coup, ce cap de la barre des 1 million, on a commencé à être beaucoup vu sur les réseaux, dans le marketing, etc. Et là, toutes les semaines, on avait un site plagiat. Ah oui. Et on nous plagiait, on mettait nos bijoux, on mettait nos photos. J'avais ma photo, il y a des photos, je prenais encore moi-même avec mon visage, la bague, comme ça. Pas le petit plagiat. Et pas des petits plagiats. Je me retrouvais sur des sites chaque semaine, un site différent avec mon visage, avec la même photo, avec la bague. Ouais. Le logo, il est très imité, le code couleur identique. Et en fait, ils utilisaient les mêmes pubs. En fait, ils essayaient un peu de prendre nos clients pour les envoyer sur leur site. Ah ouais. C'était de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, quoi. Voilà, et ça, vous avez réussi via des signalements ouais, il y a 2 solutions pour ça qui marchent plutôt bien. C'est nous, on est sur Shopify. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une réclamation à Shopify. Oui, tout à fait. Si l'autre personne est sur Shopify, le site est supprimé directement, et on a fait supprimer comme ça avec rien beaucoup de sites qui nous ont copiés.
Et quand le site n'est pas sur Shopify, on fait appel aux avocats. Et là, un courrier. Sur Google aussi. Google peut aussi déférencer un site. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, nous, on intervient beaucoup sur ces sujets-là. Et effectivement, il faut faire ce qu'on appelle notice taken down. Et puis, sur Shopify aussi, on peut faire des plaintes et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça, c'est le premier niveau. Et après, le deuxième niveau, là, c'est passé par un avocat et on a envoyé des courriers, des mises en demeure de mettre off le site, sinon attaquer, parce que c'est quoi, c'est un chef-d'œuvre le site web, c'est copyrighté. Oui, c'est ça, bien sûr. Et puis ça peut être de la concurrence déloyale. Il y a du droit à l'image, il peut y avoir du droit d'auteur aussi sur vos contenus, du droit à l'image de C'est une œuvre Laura. originale. Voilà. Les avocats s'appuyaient sur ces points-là pour vraiment leur mettre la pression. Puis comme souvent, c'était un peu de... En fait, le problème un peu général sur ces sujets-là, c'est que si on a face à nous des gens qui existent vraiment, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est qu'on a parfois des scammers qui sont des gens qui vendent rien derrière. Et là, c'est un peu plus compliqué. Les réseaux sociaux font leur travail, pas toujours aussi suffisamment et avec autant de réactivité qu'on aimerait, mais si on les pousse bien, oui, ils font leur travail. Ils doivent le faire en tout cas. Ouais, Ça fait partie de leur obligation. Parce que nous, en fait, comme tu disais en introduction, nous, c'est que des marques sans dropshipping. Donc, on a une plateforme logistique en France, on stocke nos marchandises ici. Et du coup, les clients sont livrés en 48-72 heures maximum, en fonction qu'ils sont en ville ou en province. Et eux, souvent, les copieurs, c'était des dropshippers. Et eux, ils ont envoyé en 3 semaines. Et en fait, notre service client était rempli d'emails. Oui, voilà. En plus, ils se font passer pour vous. Mais ça, c'est un gros problème. Mais c'est aussi un problème en infoprenariat. C'est un problème d'usurpation d'identité en général. Parce que, en fait, dès lors, mais c'est un peu, je dirais, la rançon du succès. Dès lors qu'on a du succès, à un moment donné, on se fait prendre limite le nom, etc. sur les réseaux sociaux pour vendre du contenu. Et les gens, par exemple, qui sont dans le développement personnel sont beaucoup victimes de ces problématiques-là. Et après, du coup, les clients ne se font jamais rien livrer. Et en plus, derrière, c'est une atteinte à la réputation de la marque. C'est un vrai souci, quoi. Et les grosses marques sont aussi beaucoup victimes de ça, en fait. Et là, par exemple, ce podcast est enregistré. Est-ce que quelqu'un a le droit de cutter un bout de ce podcast-là et l'utiliser sur un réseau social? Non, le droit Parce que ça se fait tous les jours. Ouais, ça se fait beaucoup. Le droit qu'on a, c'est et c'est dans les conditions générales de YouTube. Si vous regardez sur YouTube, c'est de utiliser finalement les fonctionnalités de YouTube, c'est-à-dire de partager, de reprendre le lecteur, d'embed quelque part, mais on n'a pas le droit de couper les vidéos et de le faire. Voilà. Après, si c'est fait juste pour être complètement complet, si c'est fait dans une logique d'information, par exemple, quand on voit des clashs YouTube entre certaines personnes, là, ça c'est possible. C'est dans une logique d'information, de liberté d'expression, c'est possible de faire ça. En revanche, on doit quand même marquer la source. En revanche, si c'est fait dans un cadre commercial pour vendre des choses, ça c'est interdit. Ça s'appelle de la concurrence déloyale et de la contrefaçon. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a eu cette croissance finalement. On passe d'1 million, 2 millions. Comment on gère cette croissance? Parce que on se retrouve, on est au démarrage, on travaille, on commence à travailler seul, mais ensuite il faut avoir des gens autour de soi, faut déléguer. Donc on embauche, on délègue, et notamment la chose qui prenait vraiment beaucoup de temps. Au départ, on faisait toutes nos commandes nous-mêmes. Et du coup, on s'est dit, quand il a commencé à y avoir beaucoup de commandes chaque jour, il y a des journées, il pouvait y avoir 300, 500 commandes, donc impossibilité de le faire nous-mêmes. On a vite délégué du coup la logistique. Et là, par la suite, est venu du coup un nouveau clash. Ah. Donc on a trouvé une plateforme. Là, il se fâche, Jean-Philippe. Non, au contraire, c'est l'occasion justement d'en parler. Et donc on a fait appel à une société, une plateforme logistique pour e-commerçants sur Paris, en périphérie de Paris, et qu'ils envoyaient nos commandes, etc. Donc le service était fourni, il n'y a pas de souci, mais voilà, le service n'était pas fourni, en tout cas de manière qualitative. C'était pas parfait. Voilà, c'était pas parfait. Notamment, ils nous imposaient, bon ça c'est ok, c'est dans le contrat, ils nous l'avaient dit, fallait imposer un code barre sur chaque article. Donc ce qui dit sur des bijoux, ça fait pas très beau, mais on s'est conformé. Voilà, sur les packaging et tout, fallait mettre des codes barres partout. Donc, c'est pas le côté beauté qui nous a le plus rebuté, c'est le côté main-d'œuvre humaine. Il y a eu les erreurs de stock. Chaque fois, ils devaient nous faire l'inventaire, je crois 1 à 2 fois dans l'année.
Il nous disait que des articles étaient en rupture de stock, du coup, on recommandait 5000 pièces, 10 000 pièces. Mais en vrai, il y avait toujours 5000 ou 10 000 pièces. Il y a des articles, ils ont eu des erreurs où on a eu du stock pendant au moins 7 ans. Nous, à l'époque, c'était 20 000 commandes par mois. Donc, à 1,5 articles par commande. Donc, ça fait au moins 30 000 produits envoyés, expédiés chaque mois. Donc, quand ils font une erreur de stock, quand ils disent, ah là, il t'en a plus que 100, alors que normalement, on est censé en avoir 5 000 ou 3 000, bah, en fait, on fait des commandes à 10 000 articles, etc. Et ce genre d'erreur, ça peut mettre en danger une boîte puisque du coup, Et la trésorerie est dans le stock. Et on dépense beaucoup plus. Mais ça, c'est rien. Ah, Ça, c'est le contexte. Du coup, voilà, ils devaient envoyer les commandes le jour même, du coup, le jour même pour les commandes passées avant midi. Bon, il y avait toujours du retard, etc. Donc tout ça, entre guillemets, c'est pas un service qualitatif, mais en gros, ça va pas au clash pour ça. C'est juste que, voilà, au bout d'un moment, on s'est dit bon, il y a trop d'irrégularités. Le travail est fait, c'est ok, mais par contre, il est pas parfait. Du coup, on va voir pour mettre fin au contrat et créer, pourquoi pas, notre propre plateforme logistique. Et même, on s'est dit on va la créer pour le faire de manière convenable, qualitative, Bah, ça sera professionnelle, win-win. et pour satisfaire encore mieux nos clients. Ça sera win-win parce qu'en fait, nous, on va pouvoir proposer le même service et même mieux, moins cher que ce sous-traitant-là. Parce qu'en fait, à la fois, on avait nos propres marques, donc pour nous, mais on a aussi nos associés influenceurs qui, eux, ils faisaient aussi du volume. Du coup, on s'est dit, bah, eux, ils vont payer moins cher grâce à notre plateforme logistique. Et puis nous, en plus, bah, ça va nous permettre de garder un peu de gras et un peu une marge bénéficiaire dans cette entreprise-là. Et donc, on va les voir, on leur demande du coup d'arrêter le contrat à la date anniversaire, donc c'est possible. Comme c'était écrit sur le contrat. Comme c'est écrit sur le 3 contrat. mois avant de préavis, quand même. Voilà, on fait les choses dans les règles de l'art, comme c'est écrit sur le contrat. Donc c'est ok. Et là, ils nous disent bon bah, il va falloir nous donner 70 000 € si vous voulez récupérer votre marchandise. Et là, on se dit ah ouais, 70 000 €. C'était une prise en otage de votre Voilà. de votre stock, quoi. Donc là, ils nous ont pris clairement notre stock en otage. Sur le contrat, il est écrit que, en fait, pour faire les commandes aux clients, c'était, je sais plus, entre 20 et 30 centimes, quelque Ouais, chose c'est comme même ça, plus. pour envoyer la commande au client. Non, à cette époque-là, je pense que quand ils nous sortaient ça, c'était plus. Enfin, en tout cas, plusieurs dizaines de centimes, peut-être 40 centimes ou 50. Voilà, c'est ça, plutôt 40 centimes, quelque chose comme Pour ça. sortir l'article. Mais Par sauf article que. pour livraison client, mais à aucun moment c'était marqué pour quand on veut casser le contrat et récupérer notre propre marchandise Mais en fait, ça, à la c'est date d'anniversaire. Ça, c'est ce coût par article de sortie, c'est pour envoyer une commande à un client. Nous, on le sort sur des palettes, on le récupère. Et il y avait sur la grille tarifaire, sur le contrat, il y avait autre chose qui était écrit. C'était qu'on pouvait demander du travail exceptionnel au tarif horaire de 35 € de l'heure. Nous, on a calculé, à 35 € de l'heure, ça vaut 400 €. Là, vous mettez 400 € pour palettiser tout vous mettez notre 2 personnes, matériel. quelques heures. C'est 400 justifié. €, vous nous mettez à disposition les palettes, on envoie un transporteur. Et eux, ils bougeaient pas sur les 70 000 environ. Hein. Et au final, vous avez trouvé un accord, vous avez... Bah là, là, je leur ai rentré un peu dedans, pour être honnête. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Enfin, il voulait pas comprendre. Il Non, c'est ça. faisait semblant de pas comprendre. Certainement. Voilà. Ouais. Du coup, à l'époque, on En habitait fait, sur Montpellier. C'est pour eux, ce contrat-là, en fait, il était clairement abusif et il était flou pour faire en sorte que les clients ne partent jamais. Mais oui. Et puis ça, Parce on que peut pas. tu dois payer 70 000, licite. quelqu'un qui est timide, etc. Bon ben, je reste. Et nous, on avait déjà nos locaux pour créer, Ouais. recevoir toute cette marchandise. L'entreprise était créée et tout. En fait, comme on avait envoyé le préavis 3 mois avant, on avait déjà bossé sur l'affaire. Et du coup, on se dit bah là, moi, je dis à Laura, ils veulent rien entendre. Du coup, allons voir un avocat. On va voir un avocat sur Montpellier. On habitait là-bas à l'époque. Et c'est là, on se dit, putain, lui, ça aurait été un shark. S'il t'avait dit quoi, toi, Mais ouais, il avait lu le contrat, etc. Il avait pris connaissance du dossier. Il avait dit non, mais en fait, sur le contrat, la sortie c'est uniquement pour les clients. Donc, c'est-à-dire que si on prend de la main d'œuvre longue où on va emballer le bijou, etc., envoyer la bague dans un écrin, etc. Là, t'as tout à mettre sur palette, c'est rapide, c'est pas précisé dans le contrat, c'est un grand flou sur le contrat et du coup c'est abusif. Du coup, il nous dit je vais en faire mon petit déjeuner, mon dîner, j'ai les crocs, laissez-le moi, je vais me le faire.
Il paraît que t'es un shark aussi, Henri. Ah, c'est ce qu'on m'a dit récemment dans un podcast de Sixteen que vous pouvez du coup regarder. Et effectivement, à un moment donné, je veux dire, là, ce qui se passe, c'est que c'était clairement des conditions contractuelles abusives qui créent un déséquilibre significatif. Et il a eu bien raison de rentrer dedans parce que là, en plus, on a des gens qui ont sans doute un peu pignon sur rue, mais qui avaient vraiment des pratiques. Non, parce que l'objectif, c'était de vous empêcher de mettre fin à un contrat. Oui. Et là, ça, c'est une condition inacceptable et illicite. Alors le problème, c'est que dans le contrat, il y avait une clause qui leur disait qu'ils avaient le droit de prendre en otage tous nos produits tant qu'on respecte pas les termes du contrat. En tout cas, tant que vous ne les payez pas ou quelque chose comme ça, il y avait peut-être un droit de rétention qui était concernant le sol. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où en plus, ils ont interprété leur contrat d'une certaine manière qui ne correspondait pas à la réalité. Après, hein. Parce que, comme le disait votre avocat, ce tarif s'appliquait vis-à-vis des clients, de vos clients, pas à vous. C'est ça. Pas à vous. Alors, est-ce que toutes ces expériences-là qui ont été lourdes, vous diriez que ça vous a un peu réveillé sur le plan juridique? Dans le réveil, hein, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a le rêve et il y a l'éveil, c'est-à-dire que vous aviez aussi, je pense, pas mal de rêves et puis vous vous êtes confronté à la réalité du terrain et franchement avec des cas qui sont un peu durs dans un monde justement parfois un peu de requin. Et du coup, l'éveil a parfois dû être douloureux, mais est-ce que aujourd'hui justement le juridique est quelque chose que vous prenez en considération de manière extrêmement importante dans votre développement, dans votre business? Ouais. Bon, tout à l'heure, je répondais à Jean-Philippe comment on a commencé sans juridique. Aujourd'hui, dès qu'on commence une activité, base du juridique. On parle souvent dans des conférences que l'on anime sur notamment les documents juridiques obligatoires, on parle souvent de l'entrepreneur insouciant qui devient l'entrepreneur à succès après s'être pris un certain nombre de murs et de difficultés parfois douloureuses à vivre. Mais il y a un proverbe qui dit écouter pour comprendre, écrire, enfin plutôt parler pour communiquer et écrire pour être compris. Et en fait, je trouve que l'aspect juridique, maintenant, que ce soit avec un collaborateur, un freelance, un associé ou un partenaire, un affilié, peu importe, quand tu mets tous les termes sur un contrat, tout de suite, en fait, alors que tu as parlé pendant 2 heures sur Zoom du truc, c'était clair des deux côtés, on envoie le contrat. Ah, c'est pas ce que j'ai compris. Hein. C'est ça. Tu résumes exactement ce qu'on dit. Merci, parce que c'est un peu une source d'évangélisation pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, on dit très souvent que le contrat est une occasion. Souvent, on a cette pensée que ouais, mais si on va faire un contrat, ça va être ça va un peu nuire au closing, ou ça va nuire même à la relation qu'on a. Et en fait, parfois effectivement, ça a au moins le mérite de mettre les choses claires, et donc les gens vont se poser certaines questions. Et potentiellement, les négociations vont être assez rudes, mais une fois que la négociation a été faite, on peut passer à autre chose, on peut faire, mais au moins on est sûr d'être d'accord, on est sûr que en fait on est bien en phase sur un certain nombre de points. Et clairement, c'est pas le cas quand on se tape dans la main sur un Zoom ou sur un congrès. Combien de fois on a vu, enfin moi de mon côté, j'ai vu de beaux projets éclore, les personnes se lancent tête baissée, ils se sont dit des choses, et puis quand ça commence à prendre, effectivement, d'un seul coup, on n'est plus d'accord. Ah oui, mais tu m'avais dit que, mais non, pas du tout. Et la mémoire aussi s'envole, et puis se transforme. Et c'est là que l'écrit a tout son intérêt, parce qu'on retrouve la trace de ce qui était convenu, et au moins c'est rassurant d'avoir cet écrit, ces accords qui ont été pris, parce que au moins il y a une trace, et on peut s'y référer. Clairement. Je crois que de manière informelle maintenant, il y a un compte rendu, un email qui est envoyé. Je sais qu'en B2B, ça pour. Ouais, c'est déjà ça a déjà une valeur de et après, preuve. Si on va plus loin, etc. Contrat, mais au moins l'email, ça permet de vraiment synthétiser et d'avoir l'écrit comme tu disais. Il faut avoir cette mémoire. Sinon on perd la mémoire. On perd ce qu'on s'est dit. Et souvent on s'entend pas bien. C'est-à-dire s'entendre, c'est se comprendre. En fait, on vient d'endroits, de régions, et on peut avoir des moments où
où finalement l'un a légitimement cru quelque chose et l'autre c'est ça. a légitimement cru quelque C'est chose. ça. Et en fait, personne n'est. Enfin, et nous, notre quotidien, c'est ça, c'est de défendre des gens qui croient être dans leur bon droit et ils le sont. Les deux. Dans notre Les deux vision, sont et dans leur bon droit. les deux sont dans leur bon droit. Et c'est pour ça qu'il faut écrire. C'est très important. Je voudrais revenir sur quelque chose, justement sur votre couple et sur le fait que vous soyez tous les deux dans la même entreprise. À quel moment on trouve un équilibre vie pro, vie privée Est-ce que vous parlez de vos business dans le lit si je peux... je suis un peu cash, mais ça m'intéresse de le savoir. Non, Parce que moi, avec Jean-Philippe, au moins, on passe beaucoup de temps ensemble, mais quand on quitte le cabinet, c'est bon, quoi. Chacun chez soi. Alors, oui, on parle beaucoup de business, ça c'est sûr, puisqu'on est passionné. Mais vous arrivez à mettre des Mais on limites, arrive, des ouais. créneaux où vous en parlez pas, quoi. Oui, on arrive à mettre des limites. On a des rendez-vous spécifiques une fois tous les 15 jours. On prévoit un truc en couple, on prévoit une activité. On a des activités qu'on fait personnellement chacun de notre côté. Moi, je fais beaucoup de courses à pied. Aurélien, il fait beaucoup de padel. Voilà, on a nos activités respectives, nos personnalités. Donc, on fait aussi nos activités ensemble et séparément. Et après, logiquement, non, on parle pas de business quand on va se coucher au lit. Après, si par contre, s'il y a eu un clash dans la journée, alors forcément, on va peut-être en parler un petit peu pour... Il y aura pas de cash, mais il y aura autre chose. Non, mais du coup, j'imagine que ça doit pas être facile parce que si justement, dans les moments durs que vous avez vécu, vous en avez un petit peu témoigné, si les deux sont un peu stressés par la même histoire, bon, en même temps, vous avez quelqu'un qui vous comprend parfaitement, ça c'est quand même cool. Et en même temps, ça peut mettre quand même une source. Mais heureusement, c'est une minorité par rapport. Ouais, bien sûr. Après, c'est deux choses essentielles, c'est le lieu et le temps. Donc en fait, nous on a bien cloisonné, on a des bureaux. Quand on rentre dans le bureau, là on bosse. Et quand on sort du bureau, là c'est plutôt du perso. Et ensuite la temporalité, c'est-à-dire qu'on a des heures de boulot. Donc on est là on a bien sûr le droit de parler de boulot, mais après en dehors des heures, là on évite autant que possible de... Voilà, c'est seulement s'il y a un sujet sur la table, peut-être pas forcément un clash, mais une petite problématique à résoudre, un défi, et qui nous travaille. Ouais, ça arrive d'en parler au lit, mais c'est rare en fait. Surtout pas de clash en fait le soir. Après, quand c'est des choses qu'on est tous les deux passionnés, on peut en parler. Oui, voilà. Et c'est quoi vos projets pour 2025, 2026 en fait je sais que tu dis que tu es multipreneur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos projets, vos visions Ça, c'est à la fois mon avantage et mon inconvénient. Là, en 2024, on a vraiment décidé de se recentrer, se refocus sur un minimum de projets. Donc, c'est pour ça que là, on a 3 choses essentielles. Est-ce que je lançais, ou c'est plus Laura qui est à la tête de ça pour accompagner les personnes à créer leur marque e-commerce. D'ailleurs, je dois dire là-dessus, on est d'ailleurs partenaire aussi avec InFollowers puisque on a un pack des e-commerçants qu'on propose aussi avec vous et c'est un beau partenariat qu'on avait avec l'Institut de Lancer. Et vous avez une super communauté. Enfin, c'était très plaisant de... merci beaucoup. Du coup, deuxième chose, Familia, où là, en fait, on vient accompagner les solopreneurs qui font 70, 80 heures par semaine, ils implémentent, ils font plein de choses, mais finalement, pour peu de résultats. Ils vont peut-être faire 5 000 euros de chiffre d'affaires, 25 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, tous les mois, ça va osciller up and down. Donc là, on va vraiment nous mettre l'approche processus dans ces business-là et on vient stabiliser tout ça et surtout les alléger 70, 80 heures. On s'appelle pas tous Elon Musk, c'est pas possible de tenir ça dans le temps. Et le troisième entreprise nous essentielle dans notre focus, c'est Homemade e-Logistique. Donc après cette affaire qu'on a eue avec cette entreprise, ce sous-traitant logistique, on a créé on a réussi quand même à s'en sortir. On a créé notre propre plateforme logistique. Et aujourd'hui, en fait, on développe justement avec des e-commerçants qui font minimum 300, 500 commandes par mois. Et en fait, on vient stocker leurs marchandises. On se branche n'importe quelle marque e-commerce, n'importe quel CMS aussi. On vient se brancher dessus et puis en fait, on peut envoyer les commandes pour eux. C'est livré le lendemain si c'est à Paris ou 48 heures. Et donc, est-ce que vous avez prévu dans le contrat une petite clause qui dit que par marchandise, très bonne question. On conserve la marchandise et on la restitue que si on paye les salaires? Comme nous, on est nous-mêmes e-commerçants et on a nous-mêmes traversé ces crises-là.
Bah en fait, nous, il y a aucune clause de sortie, il y a pas de clause dans le temps. Donc c'est pas une année ou quoi, c'est tous les mois tu peux sortir et il y a pas de clause. On te prend pas d'argent si tu veux sortir. En fait, nous tous les frais sont non cachés, ils sont à l'entrée. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fait maintenant avec le juridique, c'est qu'on fait tout le juridique en prévention au début et à la fin en fait, bah toutes les règles sont fixées. Donc il y a plus besoin de. Ils doivent juste, par exemple, s'il y a de la préparation de commande et pour tout rassembler sur une palette, s'il y a 3 heures, bon, bah, on fait régler au client le taux horaire des 3 heures préparées pour tout mettre sur palette, mais c'est tout. En fait, il n'y a pas de frais de sortie, mis à part le temps qu'on va faire de la manutention, que nos équipes feront de la manutention, c'est tout. Finalement, à vous entendre, je m'aperçois que toutes ces expériences vous amènent à une chose, à avoir une éthique qui est une plus grande droiture, une rigueur dans ce que vous faites, une éthique, une honnêteté dans la manière de vous engager, aussi bien vis-à-vis des personnes avec lesquelles vous êtes, mais vous avez cette façon de faire. Je pense que c'est cette expérience aussi qui vous amène à ça, à cette attitude aussi. Je pense qu'on l'avait déjà, on a déjà ces valeurs en nous, mais ça Ouais. nous a permis certainement de les contractualiser ou de les formaliser plus. Maintenant, on sait comment les transmettre en fait. Mhm. C'est peut-être plus cette chose-là. Beaucoup de valeurs, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. J'aimerais aussi qu'on parle de Dubaï parce que je sais que vous avez habité là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de Dubaï? Dubaï, énergie incroyable, vibration incroyable pour les entrepreneurs. Dès que tu arrives là, moi, je voulais absolument pas aller là-bas. Surtout si vous êtes jamais allé. Bah, écoutez pas ce qu'on dit sur les réseaux, écoutez pas ce que disent les gens. Allez-y, faites votre propre avis. Laura elle dit, on y va. Moi, j'ai dit, bon, ok, je te suis, tu vois. Vous organisez d'ailleurs un Web2 Connect à Dubaï où vous Moi, emmenez les endroits. 5 jours après que j'étais arrivé à Dubaï, tout de suite, boum. Je me suis dit, on reste là au moins plusieurs années. En fait, on a resté 3 ans. Maintenant, on va changer aussi d'endroit. Mais effectivement, là, on va organiser un Web2 Connect à Dubaï en mars, qui est une édition spéciale. Parce que tout à l'heure, tu as dit bimensuel. Normalement, c'est annuel. Là, on essaye un format édition spéciale. Mais sinon, le Web2 Connect, c'est tous les ans à Paris en octobre. Et où on rassemble tous les entrepreneurs de ce milieu. D'ailleurs, ouais, effectivement, vous avez effectivement acheté le Web2 Connect. C'était Jean-François Ruiz qui était à l'origine du Web2, voilà, qui était le fondateur du Web2 Connect. Comment s'est passé cette reprise du Web2 Connect, de cet événement? Et pourquoi cette acquisition? Est-ce que ça vous a apporté des choses? Est-ce que c'était une belle expérience? Ça s'est passé plutôt naturellement, en fait, puisqu'on était à Bali. Et de là, moi, j'ai mon amie Marie-Mathilde Ruiz qui m'a dit, faut absolument que vous rencontrez mon frère, il est génial, je pense qu'il va bien vous plaire, etc. Du coup, elle nous organise un resto, elle était plus là, elle était repartie après. Et du coup, on se rend sur Ubud, on fait un resto, enfin, on prend place. Jean-François n'était pas encore là. Il arrive sans t-shirt, sans chaussures, juste en short. Et là, on a compris qui c'était. Et du coup, bah, ça s'est super bien passé. Franchement, super resto. On a échangé. Je ne connaissais pas le Web2 Connect. On connaissait pas Jean-François Ruiz. On connaissait pas Jean-François. J'avais encore moins l'idée de racheter quelque chose que je connais pas à quelqu'un que je connais pas. Donc là, c'était vraiment ma copine qui me dit va rencontrer Jeff, il est génial. Et ça va matcher dans les conversations, les échanges et puis le réseautage. Du coup, ça a bien matché et tout. On est resté en contact. Quelques mois après, enfin, il nous a expliqué ce qu'il faisait le Web2 Connect et tout. Et quelques mois après, il écrit à Aurélien en disant, bah, si ça vous intéresse de venir au Web2 Connect cette année, puisque ça sera le dernier, après je l'arrête. Au départ, il dit, mais comment ça, tu l'arrêtes? Revends-le au moins si tu l'arrêtes. Moi, je dis, c'est un actif, tu Mais dois pas il le y revendre. avait même pas en tête Ouais, de bien sûr. proposer de le racheter. Au départ, c'était pour lui en lui disant, ben, pourquoi tu le revends pas? Et du coup, il lui répond, ah ouais, c'est vrai. Et Aurélien, il me dit, dans un second temps, Quelques semaines après. quelques jours, quelques semaines après, mais en fait, c'est intéressant. Il y a une belle base de données d'entrepreneurs en ligne qui sont déjà lancés, qui font déjà beaucoup d'argent. Et la vibe, elle est géniale. Marie me le recommande. Jeff, du coup, il fait ça depuis 2007, donc ça fait déjà beaucoup, beaucoup d'années. Il y a toujours autant de fidèles Ouais. au rendez-vous chaque année. Dont nous faisons partie. Nous Voilà. sommes Nous d'ailleurs sommes
partenaire et peut-être plus encore partenaire Avec plaisir. à la prochaine session. Le Web 2 Connect, c'est un bel événement. Clairement, Ouais. c'est un bel événement et c'est, nous, on aime bien aussi parce que c'est à Paris, et que, il y a beaucoup de gens de l'écosystème entrepreneurial et on y apprend toujours des choses. Et donc, oui, donc, et donc là. Et donc Coréen, du coup, quelques jours après, lui propose, écoute, Finalement, on est intéressé. si t'as en tête de le revendre, écoute, on est intéressé. Si t'as pas en tête de le revendre, dans tous les cas, on viendra au Web 2 pour la dernière édition. Et du coup, Jeff, il dit, oh, c'est intéressant, on organise un meeting sur Zoom parce qu'il était pas en France. Et du coup, voilà, on a commencé à négocier du coup le rachat. Et en fait, on s'est vite rendu compte, enfin, Jeff a échangé du coup avec nous. Il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées, mais pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas positionnés, même s'ils discutaient avec lui. Donc en fait, on a vu que les gens ne mettaient pas du coup une valeur à cette base de données, à un séminaire physique, alors que nous, on la mettait. Donc en gros, c'était quitte ou double. On rachetait, on rachetait peut-être pour rien et ça n'allait pas fonctionner ce qu'on allait faire après, ou ça allait cartonner. C'était quitte ou double. Et les gens Et au étaient final, le bilan? Bah, ça marche bien. ça marche très bien. Vous qui êtes de l'autre côté. Non, nous c'est top, on apprécie. Je pense que effectivement pour vous, je sais pas du coup si le but d'un événement comme ça, c'est d'être bénéficiaire ou si c'est plutôt de faire venir des gens qui ensuite rentrent potentiellement dans d'autres offres que vous avez. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un bel événement, on apprécie. Je trouve que c'est une très bonne idée aussi de faire Web 2 Connect Dubaï parce que ça permet aussi de donner une occasion d'aller découvrir Dubaï sur un one shot, ce qui est intéressant pour les entrepreneurs, je trouve aussi. Bah, pour l'anecdote, on a été en discussion avec Jeff jusque la veille du Web 2 Connect où il devait annoncer à tout le monde qu'il fermait. Et c'est là on a signé le contrat. C'est beau. Comme quoi les clauses peuvent se faire jusqu'à la fin, quoi. Pour répondre à ta question, en fait, un événement physique comme ça, c'est pour ça qu'il y en a très peu, parce qu'en fait, c'est très difficile d'être rentable en front sur un événement. Là, c'est la dernière édition. Je crois qu'on a fait un peu moins de 10 000 en négatif. Mais après, en fait, on est obligé de prévoir une offre ou quelque chose après, un upsell, parce que c'est ça, en fait, qui va rendre l'événement positif. Donc après, c'est bien beau de ramener du monde, etc., mais on va pas le faire non plus pour la gloire. Donc, faut que ce soit win-win aussi. C'est quand même un sacré bateau parce que il faut l'organiser. Ça demande beaucoup d'investissement pour organiser cet événement. Le premier, oui. Alors, le premier, j'en ai pas dormi. Le premier, il était très stressant. Très stressant. On n'avait pas les process. Ouais. Et un nouveau métier. C'est un nouveau métier à apprendre et on a des gens en face qui ont une haute attente puisqu'ils sont là depuis 20 ans. Et nous, on arrive et on ne sait pas l'organiser. Et est-ce que Jean-François vous a un petit peu accompagné dans ce process? Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. On a repris la même équipe aussi, donc ça s'est bien passé. Après, nous, très stressant la première année, etc. Par contre, la deuxième année, la deuxième édition qu'on a fait, vraiment chill, aucun stress, on est les mains dans les poches, parce qu'en fait, on en avait désolé pour le gros mot pour la première édition, mais après une fois qu'on avait tout processé pour la deuxième édition, là en fait tout était fluide. En fait, c'est aussi ça votre force, c'est le process, quoi. En fait, c'est ce que vous amenez aussi aux autres entrepreneurs une fois que vous savez rentabiliser votre temps. On sait, nous on fait les choses une fois. On a une philosophie, un mantra qui s'appelle One Thing One Time. On va faire la chose, en vrai c'est pas qu'une seule fois, parce qu'on va la faire jusqu'à temps d'atteindre le bon objectif, atteindre le bon KPI. Et une fois qu'on l'a atteint, là on peut le processer, le déléguer, l'automatiser. Et nous on se retire, on peut aller faire autre chose. Et c'est un de nos mantras dans la familia important. Mais donc finalement vous osez constamment, c'est-à-dire que vous remettez une expérience, tiens, on va la faire, on sait pas, on le fait. Précisément parce qu'on sait pas, on y va. C'est un petit peu aussi cette idée-là de se dire c'est une expérience en plus. Ou des opportunités, des opportunités. Ouais, opportunités, expérience, apprentissage. Nous, on n'est pas des gens qui avons peur. Après, sur le coup, c'est stressant parce que faut être à la hauteur des attentes des gens. Les gens se sont déplacés, ils ont payé le déplacement, ils ont payé l'hôtel, ils ont payé l'événement. Il faut qu'ils puissent en retirer une plus-value de réseau, d'une certaine bonne organisation. Il faut que la nourriture elle soit bonne. Il y a plein de choses sur lesquelles on est attendu et qu'il faut qu'on soit au rendez-vous pour que ce soit rentable et qu'ils reviennent les années d'après aussi. Parce que sinon, l'événement, il vaut plus rien.
Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le seul jeu du casino où tu peux battre la banque. Je m'explique. Peut-être qu'en fait, je vais jouer 5 fois, 6 fois, 8 fois, même 9 fois, je vais perdre ma mise, mais ma mise, elle est capée. Celle que je mise, si je mise 1000, je peux perdre 9 fois 1000. Mais la 10e fois où je vais remettre 1000, bah peut-être que là, ça va me faire gagner 5 000 € cette année, mais de manière récurrente. 5 000 € le mois prochain ou l'année prochaine, 5 000 dans 2 ans. Et en fait, après, j'ai créé un actif qui va me générer 5 000 comme ça chaque année. Donc, qui t'a coûté, mais ensuite, il te rapporte. Voilà. Exactement. Et c'est important ce que tu dis, Aurélien, parce que beaucoup d'entrepreneurs, je trouve, n'ont pas cette notion, et nous, on en parle beaucoup aussi à notre audience, de la création d'actifs. Et parce que pour nous, un bon actif, c'est un actif qui est bien sécurisé sur le plan juridique. La première chose... Et qui est dans le bilan comptable. Exactement. Et la première chose qui va être fait lorsqu'il va y avoir un audit d'acquisition ou de revente, c'est de voir en fait s'il y a des bons contrats qui sont associés, s'il y a des marques qui ont été correctement déposées. Donc, soyez vigilants sur vos actifs pour qu'ils soient bien protégés sur le plan juridique, et c'est ce qui donnera encore plus de valeur à vos actifs, quoi. Et toi, j'aime bien ta philosophie de finalement vraiment concevoir les choses en actifs, en fait. Avec le recul, si vous aviez 3 conseils fondamentaux à donner à des entrepreneurs qui se lancent et qui ont envie d'y aller, qu'est-ce que vous leur dites? Moi, j'ai le cas avec beaucoup de personnes qui veulent rentrer dans mon accompagnement que je ne sélectionne pas parce que leur profil, c'est pour rentrer, ils veulent connaître toutes les étapes et toutes les réponses à toutes les questions. Sauf que quand t'es qu'au début, la première chose à avoir, faut juste réfléchir. Bon, la première chose à faire, c'est je crée ma société. Mais pourquoi réfléchir à comment je vais faire mon marketing, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça? En fait, tu réfléchis plutôt aux questions, étape par étape, quand tu y seras. Il y a des gens aussi, je pense, pour le juridique, c'est bien de se positionner, réfléchir pour bien faire les choses. Mais il y a aussi, à contrario, des gens qui sont trop stressés de la Bien vie sûr, qui procrastinent. et qui vont vous voir pour un clash d'entreprise alors qu'ils ont toujours pas créé Bien sûr. d'entreprise et il se passe rien. Donc, il y a pas de conseils à donner. Déjà, avance, quoi. Complètement. Je suis tout à fait en phase avec toi, c'est-à-dire que en fait, les réponses à tes questions viendront en faisant, en fait. Et trop souvent, effectivement, les gens veulent être parfaits, avoir tout conceptualisé, mais en fait, la vraie vie, elle sera jamais pareille que celle que tu as Il y a une volonté de maîtrise, une volonté de contrôler. La vraie vie ne sera jamais celle que tu as imaginée, quoi, en fait. Entrepreneur, c'est être médecin généraliste. C'est-à-dire que je dois savoir les bases des organes, je dois avoir les bases des virus, je dois avoir des bases de plein de métiers, et je dois composer en fait avec tout ça. Et en fait, les personnes, s'ils veulent être à la fois faire un doctorat dans tous ces métiers-là, dans les spécialistes de la médecine, en fait, c'est impossible. Du coup, ils se lanceront jamais. Donc vraiment là, on avance, on apprend les métiers, les compétences au fur et à mesure. Et puis c'est en testant qu'on découvre aussi ce qui marche pas. Voilà. Mais ça, Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous pouvez donner justement, alors qu'on a bien compris, on avance et puis on règle les problèmes au fur et à mesure où ils se présentent, on les règle, on anticipe peut-être un peu, mais en tout cas, on n'essaie pas de construire d'ores et déjà le groupe avant même de s'être lancé. Avant même d'avoir fait 1 € de chiffre d'affaires, quoi. C'est ça. Parce que des fois, on vient nous voir, on nous dit, ouais, mais je voudrais créer ma holding, la société, le machin. M'expatrier à Dubaï. Et je voudrais savoir comment... Attends. Commence déjà lance-toi déjà avant d'imaginer toute la structure très complexe autour et des frais qui sont énormes. Deuxième conseil, Vas-y. Deuxième conseil, je vais dire le focus. Nous, par notre expérience, l'erreur qu'on a fait, c'est de se défocus. Et le focus, c'est ce qui paye le plus. Fais ta prochaine vente au lieu de faire tout la paperasse, tous les trucs. Déjà, valide ton produit et ensuite tu feras l'étape suivante. Ouais, et puis être sur le 20-80, quoi. Focus-toi sur des actions qui ont des résultats tangibles. C'est quoi. ça. Et pour accentuer tout ça, en fait, moi, ce qui a beaucoup fonctionné pour moi, c'est vraiment brûler ses bateaux. C'est-à-dire, il y a une histoire comme ça où en fait ils arrivent à 1 millier d'hommes sur une île. Je crois que c'est en Asie. Et le général,
ils se voient qu'en fait, en face, ils sont 4000 ou 5000, ils sont à un coef de 4 ou 5. Ce qui fait, c'est que une fois que tous les hommes sont déchargés sur la plage, il fout le feu à tous les bateaux et il regarde les hommes, il fait un discours. Bon, là, on peut plus battre en retraite, on peut plus faire demi-tour. Donc maintenant, on a les 3000, 4000 hommes là en face de nous. On va les battre, on n'a pas le choix. Et en fait, les mecs, ils avaient pas le choix, sinon dans tous les cas, ils étaient morts. Et en fait, ils ont gagné cette bataille-là à 1 contre 3, 1 contre 4, parce qu'ils ont brûlé leur bateau. Et moi, je me souviens quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, en fait, on a brûlé les bateaux. Moi, j'avais plus de Pôle emploi, j'arrivais à bout de course de Pôle emploi. J'avais repassé des entretiens. Le mec me dit, tu démarres lundi. Et moi, je lui dis, OK. Dimanche soir, je dors pas de la nuit. Je le rappelle à 8h, je dis non, je viendrai pas bosser. Et le lundi même, bah là, tac, on crée un business. Pas de plan B. Parce que si on conçoit un plan B, dans notre tête, psychologiquement, dans notre inconscient, on se dit si on échoue le plan A, on passera au plan B. Donc, c'est-à-dire qu'on accepte l'échec. On accepte de pas se donner à 1000%. Alors que s'il n'y a pas de plan B, on donne tout ce qu'il faut pour réussir le plan A. Et là, c'est sur des petites sommes. On démarre, on a quand même quelques mois d'épargne au cas où, etc. On fait pas ça aussi n'importe comment. Mais quand même, c'est voilà, on prend de l'élan. C'est se dire j'ai un peu d'épargne, donc j'ai un peu d'élan. Mais ensuite, il faut que ça performe. Il faut que ça rentre, ouais. Il faut que ça rentre. Et du coup, premier mois, 800 € de chiffre d'affaires sur cette marque-là. Bon, pas moins que Pôle emploi parce que c'est du chiffre d'affaires. Il faut que, à l'époque, c'était 40% de bénéfice. Bon, en tout cas, c'est très, très inspirant. Alors, on a toujours une petite question qu'on pose en fin de podcast à ceux qui participent. Maintenant que vous aviez tout ce recul, cette expérience, si vous aviez la possibilité de revenir dans le temps et de parler à Laura quand elle avait peut-être 12-13 ans ou peut-être un peu plus, je sais pas. Et toi, Aurélien, même chose, au jeune homme ou voire à l'adolescent que tu étais, ou voire même au petit garçon que tu étais, qu'est-ce que vous leur diriez respectivement par rapport à ce parcours que vous avez accompli et par rapport à l'état dans lequel vous étiez à l'époque? J'ai pas d'idée en fait de ce que je dirais, mais en vrai, tu vois, chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, je l'ai fait. Donc après, ça a plus ou moins réussi. Certaines choses ont échoué, d'autres ont réussi. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur de tout. Et en fait, l'entrepreneuriat m'a appris à ne plus avoir peur, tu vois. Quelque part, tu lui dirais pas, n'aie pas peur. Passe à l'action et t'auras moins peur. Ouais, c'est ça, passe à l'action et ça sert à rien d'avoir peur, ça n'existe pas, la peur, c'est dans la tête. Et toi? Moi, en vrai, je pense que j'ai un type de conviction que chacun est comme on est grâce à nos expériences passées. Donc, j'irai pas remonter le temps pour changer des actions. Moi, je pense que j'en suis là aujourd'hui grâce à mes erreurs. Et toutes ces erreurs-là sont des leçons et ils sont pas finalement des regrets. Donc, je les garde avec moi en bagage, même si des fois c'est lourd, des fois c'est dur. Je les garde avec moi. Par contre, si c'est la question, c'est quelqu'un qui hésite à se lancer, et pourquoi il attend? En fait, c'est la meilleure réponse. C'est comme dans l'investissement. C'est comme dans la procédation de son business. En fait, le meilleur moment, c'était hier. Et plus tôt tu vas te lancer, plus tôt tu vas être épanoui parce que pour moi, c'est le seul moyen de gagner toutes sortes de libertés, sur la liberté géographique, financière, temporelle et puis décisionnelle, etc. Donc ça, ouais, on se lance direct. Et comme tu dis, à 12-13 ans, en fait, moi j'ai eu la chance de voir ma maman qui s'est lancée, elle, qui travaillait à Quick. Et elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat de mes propres yeux, même si j'étais très jeune. Et elle nous a toujours inculqué cette discipline de travailler pour être récompensé. Donc moi j'ai cette résilience aussi de si ça marche pas, je recommence, c'est pas grave. D'accord. Et les rapports que tu as avec ta maman aujourd'hui? Très sain et puis très propre sur l'aspect cet aspect-là. Ouais. Merci Aurélien et Laura. Merci Henri, merci Jean-Philippe.